Bienvenue dans le podcast de ceux qui veulent créer un système au service de leur liberté. Je partage avec toi des idées pour vivre de ce qui te passionne, des conseils pour simplifier ton quotidien, être plus efficace et accomplir davantage, des opinions pour penser différemment, sortir du moule et vivre selon ses propres termes. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, pense à t'abonner pour ne rien rater. Bonjour, alors comme promis, un petit épisode en plus ce dimanche, puisque en fait j'avais sélectionné des questions sur le répondeur pour y répondre hier, et il se trouve que j'ai pris mon temps, que j'avais beaucoup de questions, donc il m'en reste 4 et on va prendre un peu notre temps aujourd'hui pour répondre aux dernières questions, et on a des questions super intéressantes. La première question, c'est une question de Lucas qui parle d'intelligence artificielle. Bonjour Antoine, tout d'abord merci pour les contenus que tu nous apportes. J'aurais juste une question. Dans ta dernière FAQ, tu as mentionné le fait que les intelligences artificielles allaient bouleverser le monde du travail, et tu avais aussi mentionné le fait que les métiers comme coach ou formateur étaient des métiers d'avenir, étant donné qu'ils n'allaient pas pouvoir être imités, être remplacés par les intelligences artificielles. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations pour surfer sur cette vague de l'intelligence artificielle et non pas se faire engloutir par cette nouvelle technologie? Merci à toi, au revoir. Salut Lucas. J'adore parler de ce genre de choses. Alors encore une fois, je suis pas futurologue, je ne sais même pas si ça existe. Je suis pas Madame Irma non plus, donc j'ai pas de boule de cristal, je peux pas deviner les choses, mais je trouve ça super intéressant d'essayer de voir un petit peu les patterns, de regarder le passé et d'essayer d'imaginer l'avenir à partir de ça. Il y a 2 bouquins déjà que je peux te conseiller, que je conseille souvent, c'est Sapiens et Homo Deus. J'aimerais bien à chaque fois donner le nom de l'auteur, mais il a un nom imprononçable. Noah, je sais pas quoi. Et en fait ce gars-là justement essaye de... Donc son deuxième bouquin donne des indices sur l'avenir, et il se base justement sur les transformations du passé. Et je pense que ce qui est en train de se passer avec l'intelligence artificielle et qui fait peur à tout le monde, c'est juste un éternel recommencement de tout ce qui a pu se passer dans le passé, c'est-à-dire la destruction des jobs et le fait de devoir trouver des nouveaux jobs qui viennent après. Et c'est quelque chose qui fait peur à chaque fois à tout le monde, mais ça s'est toujours produit. Si tu regardes juste il y a 300 ans, 90% des gens, probablement que toi et moi on en ferait partie, on bosserait, je sais pas, plié en deux dans les champs, à ramasser du blé avec une faux, quoi. C'est pas une vision super dingos du travail. Donc finalement on a industrialisé l'agriculture, on n'a plus besoin aujourd'hui, il doit y avoir peut-être 3% des gens qui travaillent dans l'agriculture, et les gens sont arrivés dans les usines. Et donc c'était pas dingue non plus, tu vois, on a tous vu le film avec Charlie Chaplin, tu vois, serrer des écrous toute la journée, c'est pas fou. Au bout d'un moment, on a compris que ça pouvait être fait par un robot, on a créé des robots qui étaient capables de le faire à notre place, et les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire si je serre plus des écrous toute la journée? Tu vas faire quelque chose où tu vas faire travailler un peu plus ton cerveau, et on a mis les gens dans des bureaux, ils ont commencé à faire des services, donc à passer des coups de fil, à utiliser leur ordinateur, à écrire, à faire des tableaux Excel, à envoyer des mails, etc. Et l'intelligence artificielle, la principale victime de l'intelligence artificielle, ça a probablement être ce secteur principal qui est le secteur des services. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle, la force de l'intelligence artificielle, c'est la manipulation intelligente des données. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intelligence artificielle est capable de rechercher dans des bases de données immenses, des bases de données tellement grandes que ce sera toujours plus puissant que notre cerveau. Tu vois, notre cerveau aura pas autant de connaissances qu'une base de données dans laquelle va pouvoir piocher une intelligence artificielle. Il suffit de regarder Google, par exemple, c'est une des plus grandes bases de données publiques du monde. Et donc finalement, tout ce qui va être ces travaux qui consistent aujourd'hui à manipuler des informations et à établir des diagnostics demandent une intelligence humaine. C'est-à-dire que t'as de l'information, t'as des données. Souvent, quand t'as fait 10 ans d'études, tu vois, t'as accumulé beaucoup d'informations, t'as des bouquins et tu dois faire des diagnostics. Et je pense notamment aux métiers d'avocat, de juriste, de médecin, qui sont des métiers qui aujourd'hui sont vraiment surévalués parce qu'ils demandent beaucoup d'études, parce qu'ils sont difficiles pour un être humain justement à effectuer. C'est les premiers métiers probablement qui vont être menacés par l'intelligence artificielle, parce que c'est exactement ce que l'intelligence artificielle sait faire de mieux, c'est-à-dire manipuler des données. Donc qu'est-ce que fait un avocat ? Un avocat, il doit connaître la loi, il a des données par rapport aux affaires de ses clients, il doit mettre en rapport ces données-là pour établir un diagnostic et donc proposer la meilleure solution possible au client. Et c'est exactement ce que sait faire de mieux et ce que va savoir faire de mieux une intelligence artificielle. Le médecin, c'est pareil. Le
médecin manipule des données. Il a ses 10 ans d'études de médecine où il a accumulé énormément d'informations, il a des bouquins, des revues scientifiques, derrière il a un patient qui vient le voir, et à partir des symptômes de ce patient, il doit formuler un diagnostic. C'est exactement ce qu'une intelligence artificielle pourra faire et peut déjà faire aujourd'hui dans certains domaines, mieux qu'un être humain. Regarde, par exemple, Google est bien meilleur pour hiérarchiser l'information et te donner une réponse à ta question que, je sais pas, une documentaliste qui aurait accès à une bibliothèque entière et qui devrait trouver dans un bouquin la réponse à ta question. Google est meilleur et plus rapide que ça. Parce que c'est l'intelligence des algorithmes de Google qui ont été codés justement pour ça. Alors bien sûr, ça veut pas dire que ça va tuer tout le monde, ça veut pas dire qu'il y aura plus de médecins, il y aura toujours besoin de médecins, ne serait-ce que les chirurgiens, tu vois, à mon avis, il y aura encore peut-être un moment avant que les chirurgiens soient remplacés par des robots. Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'être là, ne serait-ce que pour le contact humain. Et je pense que plus le secteur tertiaire, plus le secteur des services va être menacé par l'intelligence artificielle, plus on va voir émerger justement des jobs qui seront basés sur l'humain, sur quelque chose qu'une intelligence ou un robot ou quelque chose d'artificiel ne pourra pas remplacer, des jobs autour de l'art évidemment est par définition humain, des jobs autour de la recherche aussi, des jobs créatifs et des jobs aussi autour de la formation et du coaching, donc tout ce qui est justement accompagnement humain. C'est pour ça que je pense que le métier de formateur ou de créateur de contenu, c'est un métier qui pourrait être entre guillemets sous-coté aujourd'hui et qui pourrait énormément se développer dans les années qui viennent, puisque l'intelligence artificielle va faire de plus en plus de dégâts dans les métiers du tertiaire, et on voit déjà énormément de startups qui cassent un petit peu des emplois, des startups qui vont remplacer des boulots d'assistants ou d'assistants. Ça arrive de plus en plus vite. C'est comme Uber et les taxis, tu vois, on l'a pas vu arriver et finalement, en quelques mois, Uber a quasiment ruiné les taxis. Donc c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui se développent, qui peuvent se développer beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Faut pas les sous-estimer et c'est important, je pense, dès aujourd'hui, de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire qui existera encore à l'ère de l'intelligence artificielle? Et moi, aujourd'hui, je démarrais dans la vie, et je m'apprêterais à devenir médecin, par exemple, ou avocat, et à faire peut-être 5, 7 ans, 10 ans d'études pour ça, donc à investir énormément sur un avenir hypothétique. Je me méfierais, parce que, tu vends là, tu t'apprêtes à vendre 10 ans de ta vie pour un avenir dont tu n'es pas sûr, si c'est plus sûr aujourd'hui, tu n'es pas sûr d'avoir cet avenir derrière. Donc voilà. Moi, j'essaierais d'être plus flexible, d'avoir la possibilité d'avoir un plan B, d'avoir la possibilité de changer, d'essayer d'anticiper l'avenir. Ça sert à rien d'essayer d'aller contre, on peut pas aller contre ce genre de choses, c'est le marché, c'est l'évolution, c'est la nature humaine, on va pas contre ces forces-là, mais on peut essayer de les accompagner, de les comprendre et de surfer la vague dans le bon sens. C'est-à-dire pas se la prendre en pleine poire, mais plutôt la surfer pour essayer de l'utiliser, pour créer quelque chose à partir de ça. Ensuite, j'ai une question de Manu. Salut Antoine, ça fait un petit moment que j'essaie de faire cette question. J'ai du mal à savoir exactement ce que je veux te demander. J'ai démarré un projet il n'y a pas longtemps, donc tout est en place. Je balance des vidéos 2 à 3 fois par semaine, souvent plus 3 fois. La niche, c'est en fait les jeunes diplômés hôteliers en hôtellerie-restauration de luxe qui veulent faire carrière à l'étranger. Donc je me situe en fait comme un coach qui incite les jeunes à partir, voyager, travailler à l'étranger, parce qu'en hôtellerie-restauration, il y a beaucoup d'opportunités dans le luxe. Et puis c'est mon parcours en fait, ce que j'ai fait. Le truc, c'est que je sais pas si il y a vraiment une audience qui serait prête à m'écouter et à m'acheter mes formations en fait. Et je voulais savoir ce que tu en pensais. Voilà, merci. Salut Manu, je me trompe ou t'es en cuisine là? Donc la question en gros c'est tu sais pas si t'as une audience, c'est ça, t'as envie de parler d'un sujet, d'être dans une niche, mais tu sais pas si la niche est suffisamment grosse, s'il y a un vrai marché derrière. Je pense que un business model ne se décrète pas, mais se trouve. Et souvent, on peut être vraiment surpris. On a des a priori un petit peu sur une banque, par exemple, si tu crées ta boîte, va te demander de faire un business model parfait pour pouvoir emprunter, ce qui est irréaliste puisque ça se décrète pas. On est souvent surpris par finalement les résultats du marché. Donc la seule chose que moi je ferais si j'étais toi, c'est ok.
lance-toi dans cette thématique, fais 30 vidéos sur cette thématique, 30 vidéos. Tu vois, c'est un truc, si tu te prends un mois et tu te donnes les moyens, c'est un truc que tu peux faire en un mois. Si t'as pas envie de garder cette charge de travail, tu peux le faire sur 2 ou 3 mois. Tu fais 30 vidéos sur le sujet, tu les mets sur YouTube et tu regardes celles qui fonctionnent le mieux, celles qui font le plus de vues, mais aussi celles qui ont le plus de réactions, celles qui entraînent le plus de questions de la part de ton audience, bref, celles qui intéressent le plus les gens, qui marchent le mieux. Et tu vas voir que tu risques d'être surpris, parce que parfois, c'est pas les vidéos qu'on pense qui marchent le mieux, c'est pas les contenus qu'on pense qui marchent le mieux, et ça arrive de se lancer dans une thématique ou en ayant un business model précis en tête et de se rendre compte qu'en fait son marché veut autre chose. Et souvent on découvre ce que veut son marché en essayant de faire autre chose, et du coup la meilleure chose à faire à ce moment-là, c'est de bifurquer. Et je vais donner un super exemple, c'est Instagram. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'Instagram a bien trouvé son marché. Instagram au départ c'était quoi ? C'était une entreprise qui s'appelait Bourbon et qui était une entreprise qui était une app de check-in. C'était un peu comme Foursquare, tu vois. Le but c'est d'aller dans un endroit, je sais pas, tu vas dans un resto, tu trouves la déco sympa et tu fais un check-in, c'est-à-dire tu dis à tes amis, regardez, je suis venu dans ce resto-là. Il y avait simplement une petite option, tu vois, une option qui n'était pas obligatoire, qui permettait aux gens, s'ils le souhaitaient, d'ajouter une photo avec leur check-in. Donc par exemple de dire je suis là, puis de mettre une petite photo du plat. Et ils se sont rendus compte que les gens étaient pas autant intéressés par le check-in que par les photos, et que les gens, par contre, ce qu'ils adoraient, c'était les photos et surtout ajouter des filtres sur les photos, parce qu'il y avait cette option d'ajouter des filtres. Et donc ils ont compris que la force de leur truc, c'était les filtres avec les photos. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est qu'ils ont rebaptisé l'application Instagram, ils ont viré cette fonctionnalité de check-in et ils l'ont remplacé par simplement un réseau de partage de photos avec des filtres. Et qu'est-ce qu'ils sont aperçus au bout d'un moment, c'est que les gens utilisaient pas tant que ça les filtres, mais utilisaient surtout ce qu'ils aimaient surtout, c'était partager des photos, c'était aussi faire des stories sur Snapchat. Donc ensuite ils ont copié cette fonctionnalité là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, la morale de cette histoire, c'est quoi ? C'est que ils n'ont pas décidé dès le départ de faire un réseau social de photos, d'ajouter des stories et de cartonner grâce à ça, et de se faire acheter par Facebook. C'était pas ça leur plan à la base. Leur plan à la base n'avait strictement rien à voir. Et ils n'ont pas deviné leur business model, ils n'ont pas décrété leur business model à l'avance, ils l'ont trouvé par hasard avec une fonctionnalité de leur app. Et de la même manière, en tant que créateur de contenu, c'est difficile de connaître, de trouver, de décréter quel est ton marché et qu'est-ce que tu vas vendre dès le début. Souvent, c'est quelque chose que tu trouves. Et le meilleur moyen de trouver quel est ton marché, c'est de produire beaucoup. Le meilleur moyen de savoir quelles sont les formations qui vendent le mieux, il n'y a pas de secret, c'est d'en faire beaucoup, ça se devine pas. Le meilleur moyen de savoir quels sont les contenus qui marchent le mieux, il n'y a pas de secret, c'est d'en faire beaucoup, ça ne se devine pas. Le meilleur moyen de savoir qui est vraiment ton audience et quels sont vraiment leurs besoins, il n'y a pas de secret, c'est de faire beaucoup de contenu, c'est de regarder le retour sur ces contenus et de bifurquer à ce moment-là. Ensuite, j'ai une question d'Adrien. Bonjour Antoine, je voulais savoir comment tu fais pour déterminer le prix de tes formations. Dans le sondage que j'ai envoyé à mes prospects, 50% veulent payer entre 20 et 50 euros et 50% veulent payer plus de 100 euros. Donc, je voulais savoir comment toi, est-ce que tu détermines combien valent tes formations. Merci et reste libre. Salut Benjamin, alors je voudrais juste te poser une question. Si en 2006, quelqu'un était venu te voir avec un petit sondage et t'avait demandé « Est-ce que tu es prêt à payer plus de 1000 euros pour un téléphone ?» Est-ce que tu aurais répondu oui ? À mon avis, il y a peu de chance, parce qu'à l'époque, les téléphones, ça coûtait entre 100, 200, peut-être 300 euros maximum. Et Apple n'a jamais fait de sondage pour demander aux gens à combien ils étaient prêts à payer leur téléphone, et pourtant aujourd'hui, t'as des dizaines de millions de personnes qui sont prêts à dépenser plus de 1000 euros pour un iPhone. Donc, faire un sondage, c'est pas une bonne idée. Tu peux pas demander aux gens combien ils sont prêts à payer. Ils ont pas encore le produit devant eux, tu l'as pas encore marketé pour eux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je te conseille de tester les prix, tout simplement. Un prix, ça se teste. Il y a pas de moyen, encore une fois, il y a pas moyen de décréter un prix. Il faut le tester. Et probablement que la façon la plus simple de tester un prix, c'est de commencer par un prix relativement bas, que toi tu juges relativement bas, et d'augmenter ce prix par palier au fur et à mesure, et de voir si les gens continuent à acheter. Et si à un moment tu atteins un palier où les gens n'achètent plus, c'est probablement que tu auras trouvé le bon prix. Mais ça peut prendre des années. Moi, ça m'arrive toujours de tester des prix, de lancer des formations à des prix différents, parce que c'est très difficile. En fait, le seul moyen
qui pourrait exister de savoir exactement quel est le meilleur prix, c'est de faire des split tests avec le prix, c'est-à-dire d'envoyer la moitié des gens en même temps sur une page de vente qui vend le même produit à 100 € et l'autre moitié des gens en même temps sur une page de vente qui vend le même produit à 50 €. Ça serait le meilleur moyen parce que tu verrais qu'est-ce qui vend le plus. Le problème, c'est que c'est illégal de faire ça. Donc le meilleur moyen de déterminer son prix est simplement illégal en France, donc on le fait pas. Et le seul moyen qui reste finalement, c'est de tester différents prix, bien sûr avec différents produits. Donc tu sais pas vraiment si c'est le prix qui a moins bien vendu ou si c'est le produit. Donc il faut le faire beaucoup, il faut faire beaucoup de tests. Un prix, faut tâtonner finalement jusqu'à trouver son prix. Moi je te conseille plutôt de commencer bas et d'augmenter ton prix plutôt que de baisser tes prix. Et peut-être, t'as des bouquins après qui ont été écrits là-dessus qui sont intéressants sur la psychologie du prix. T'as des bouquins, par exemple Dan Kennedy a travaillé là-dessus. Donc voilà, si tu demandes aux gens s'ils sont prêts à payer plus de 1000 € pour un téléphone en 2006, ils te disent non et pourtant ça marche. Donc je te déconseille de faire un sondage pour demander aux gens combien ils sont prêts à payer, ça fonctionne pas comme ça. Un prix ça se tâtonne, le seul moyen pour savoir si quelqu'un est prêt à payer tel prix pour quelque chose, c'est de lui vendre. On peut te dire ce qu'on veut, tant que la personne n'a pas acheté, elle t'a pas donné d'information qui a de la valeur. J'ai une dernière question de Benjamin. Bonjour Antoine, je m'appelle Benjamin. Tout d'abord, félicitations pour ton contenu, c'est vraiment enrichissant, je te remercie. Dans tes derniers podcasts, tu as dit que le divertissement était le secteur le plus difficile à vendre. J'aurais voulu avoir ton avis car je suis en train de développer un système pour ouvrir la production vidéo au grand public où je montre en gros comment, sans caméra ni ordinateur, on peut produire une vidéo très qualitative avec les possibilités assez détaillées comme l'étalonnage, le trucage et plein de petites astuces. J'aimerais viser le grand public pour qu'il s'adonne à la vidéo comme on s'adonne à la musique ou au dessin. Mais est-ce que c'est viable ou dois-je plutôt viser un public de créateurs de contenu qui souhaitent minimiser ses coûts de prod ou des vlogueurs, par exemple, qui veulent voyager avec un matériel ultra léger sans renier sur la qualité? Voilà, je te remercie encore une fois Antoine, merci pour ton contenu, merci pour tout ce que tu produis et j'espère à très vite, à une prochaine fois. Bonjour Benjamin, le grand public est imprévisible, vends aux gens que tu connais. Qui aurait pu prévoir le succès des Crocs? Qui aurait pu prévoir le retour du coloriage? Maintenant, je sais pas, tu vas dans un train, toutes les femmes de 30 à 50 ans sont en train de faire des bouquins de coloriage. Qui aurait pu imaginer ça? Comme dit Oussama Ammar, qui aurait pu imaginer que la musique qui a fait le plus de succès sur YouTube, c'est un petit gros qui chante en coréen? C'est impossible de deviner la réaction du grand public. Le grand public est probablement le marché le plus imprévisible qui existe. Donc essayer de vendre au grand public comme si on le connaissait est, je pense, une erreur. Je serais toi, je commencerais à vendre à une cible que je connais bien. Commence par vendre à des gens que tu connais bien. C'est ça qui fonctionne le mieux, c'est de trouver dans ton entourage, peut-être dans les gens avec qui tu travailles déjà, qui sont les gens que tu connais le mieux et quels sont leurs besoins et comment tu peux répondre à leurs besoins. Et tu peux commencer par ces gens-là. Ça veut pas dire que tu toucheras jamais le grand public. C'est plus facile d'élargir les cercles, de commencer petit et d'élargir les cercles plutôt que de partir tout de suite avec un grand cercle où tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. C'est comme la zone de confort, on dit qu'il faut sortir de sa zone de confort, mais si t'as jamais parlé en public et tu te retrouves du jour au lendemain devant une scène de 10 000 personnes, ça va être difficile. Il faut commencer par parler devant 10 personnes, puis devant 20 personnes, puis devant 100 personnes. Faut pas casser sa zone de confort, il faut agrandir sa zone de confort. Et c'est pareil avec ton marché. Essayer de toucher un marché qu'on ne connaît pas, c'est hyper casse-gueule. C'est le meilleur moyen de se casser la gueule. Commencer par un marché qu'on connaît bien, c'est probablement la voie la plus viable. Regarde Facebook. Facebook n'a pas commencé en lançant un réseau social pour le monde entier. Facebook a commencé par toucher un public, par limiter même volontairement son application à un public qui était le public que Mark Zuckerberg connaissait le mieux, qui était les étudiants dans les universités américaines. Donc ils ont commencé par ouvrir Facebook à une université, à Harvard, donc l'université de Mark Zuckerberg si je me trompe pas. Ensuite ils l'ont ouvert à une autre, puis à toutes les universités américaines, puis à toutes les universités américaines et d'autres de France et d'autres pays, puis ouvert au grand public. Et ça n'a pas empêché Facebook de devenir le carton grand public, mainstream que tout le monde connaît. Mais ils ont commencé par ce qu'ils connaissaient. Ils ont commencé petit. Et je pense que c'est un bon exemple de succès. Commencer par ce que tu connais. Commencer par une petite cible. Donc je sais pas, tu m'as cité les vlogueurs par exemple. Je sais pas, est-ce que tu connais ces gens-là? Comment tu peux répondre à leurs besoins? Comment tu peux leur parler? Utiliser leur vocabulaire? Comment tu peux les séduire?
Qu'est-ce qui les fait bander? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui leur empêche de dormir la nuit? Comment tu peux vendre des produits à ces gens-là? On vend pas un produit en connaissant bien le produit, on vend avant tout un produit en connaissant bien le marché, en connaissant bien les gens à qui on le vend. C'est ça le plus important, c'est de connaître ton marché, c'est de connaître les gens qui sont en face de toi, c'est de savoir parler à ces gens-là. Voilà, on arrive à la fin des questions. 20 minutes, j'ai bien fait de faire un deuxième podcast juste pour ça. Si tu veux me poser des questions sur le répondeur, t'as un lien en description. Je veux pas trop pousser le truc parce que là déjà j'ai reçu, voilà, il y a quelques questions peut-être que je vais garder pour la prochaine fois, j'en ai reçu trop par rapport au temps que j'ai pour les faire. Bon, c'est pas grave parce qu'après je reçois des questions un peu en double, donc ça me permet de les sélectionner davantage. Encore une fois, si tu veux m'envoyer une question moins d'1 minute, je ne passe plus les questions de plus d'1 minute parce que c'est trop long. On essaie de faire court, c'est aussi un exercice intéressant d'essayer de résumer la question. Et puis ça sert à rien de me raconter aussi tout ce que tu fais, je fais pas des réponses ultra précises pour ce que tu fais, j'essaie de faire des réponses qui aident un maximum de personnes. Donc je suis content de ce format, je te souhaite un bon dimanche, et puis on se retrouve normalement dès mardi pour le prochain podcast. À mardi. Si cet épisode t'a plu, pense à laisser un avis sur Apple Podcast. Ça te prend 1 minute, tu n'auras à le faire qu'une seule fois, et ça m'aide énormément à me faire connaître. Si tu veux continuer à te poser des questions avec moi, bien sûr, abonne-toi.